plaie d'hier. Et par célioscopie, maintenant, on en est à 0,5%, et en fait, ça ne dépend pas non plus de l'expérience qu'on a en célioscopie, puisque ce taux est à peu près stable. Donc, en France, il y a environ 120 000 cholecystectomies par an, donc ça veut dire qu'il y a environ 600 plaies des voies biliaires. Et en plus, ces plaies sont graves, donc elles sont graves parce qu'il y a donc des complications qui sont associées. Il y a souvent, donc, dans un tiers des cas, il y a une plaie de la branche droite de l'artère hépatique. Il y a des morts après donc cholecystectomie, et ça va retentir également sur la qualité de vie. Donc c'est un problème qui est assez sérieux. Bon, alors si on revient à des choses anciennes, donc il faut parler de la classification de ces plaies qui va définir la gravité. Et donc la première classification, c'est la classification de Bismuth, qui en fait est une classification des sténoses biliaires, pas des plaies. Et donc c'est un stade tardif de l'évolution de la plaie, c'est la sténose. Et donc Bismuth avait classé ces plaies donc, en 5 types. Donc le type 1, c'est lorsque la plaie est plus de 3 cm en dessous de la convergence biliaire. Le type 2, donc moins de 3 cm, mais n'intéresse pas la convergence. Le type 3, ça intéresse les convergences biliaires primaires. Le type 4, donc ça intéresse les convergences secondaires. Et le type 5, c'est les deux convergences. Bon, en fait, cette classification de Bismuth, c'est une classification donc, des sténoses biliaires assez tardives. Et donc il y a d'autres classifications qui ont été faites, qui tiennent compte non seulement du niveau, comme Bismuth, mais également du type partiel ou total, des mécanismes. Donc il n'y a pas seulement donc, il y a la sténose, il y a l'occlusion, la résection, les lésions thermiques qui sont très fréquentes avec la cholecystectomie, puisqu'on utilise des appareils qui chauffent, et ou non la fréquence, donc la présence de lésions artérielles associées. Donc il y a la classification de Strasberg, qui est représentée à côté, la classification de Hanovre, la classification de l'AES. Donc vous voyez que dans cette classification, la classification de Strasberg, il y a les différents types A, B, C, D. Donc A, par exemple, c'est le canal cystique, donc c'est une petite fuite, une plaie donc, tout à fait partielle. Le type B et C, donc c'est un canal droit, c'est plus embêtant. Et en fait, la classification à partir du type E, on retrouve la classification de Bismuth avec le type E1 à E5, c'est la même chose. Alors là, dans un tiers des cas, associé donc à une plaie de la voie biliaire principale, il y a une plaie associée de la branche droite de l'artère hépatique. Et en fait, la gravité de ces plaies, c'est que souvent, il peut y avoir des conséquences donc, sur la vitalité de l'artère biliaire, avec un risque donc de dévascularisation, ce qui va entraîner des conséquences sur la cicatrisation et sur la guérison de ces plaies. Mais en fait, il y a une circulation collatérale qui se fait au niveau du hile, et pour que ça ait des conséquences, il faut qu'il y ait non seulement une interruption de la voie biliaire principale, ce qui est ici, une interruption de la branche droite de l'artère hépatique, mais également une interruption ici au niveau du hile. C'est seulement dans ce cas-là qu'on risque d'avoir des conséquences. Dans tous les autres cas, en fait, ça n'a pas de conséquences sur le type de réparation, c'est le résultat de la réparation du hile. Donc en fait, ce que je vais vous dire, c'est issu donc, du rapport que j'avais eu l'honneur de faire sur les plaies de la voie biliaire après glucectomie à l'Association française de chirurgie avec Jacques Pénaud et Antoine Ami. Et donc on avait reçu donc, au cours de cette enquête 721 dossiers donc, qui provenaient de différents centres chirurgicaux en France, surtout des CHU. Et donc il y avait plus de femmes que d'hommes, bon ça c'est banal, donc vous n'avez pas tous les patients. Vous remarquez déjà qu'il y a seulement 60% des patients qui avaient une cholangiographie péropératoire, et la place de la cholangiographie péropératoire dans la prévention donc, de ces plaies est normalement reconnue, mais seulement en France, vous voyez que seulement 58% des patients ont une cholangiographie péropératoire. Alors la célioscopie était difficile dans près de 2/3 des cas, et difficile à cause de difficultés à la dissection, c'est-à-dire présence de cystite aiguë, ou alors d'hémorragie péropératoire, et ceci entraîne souvent une conversion. Donc, la plupart du temps, cette plaie n'est pas reconnue en péropératoire, donc ça passe inaperçu, et le plus souvent, donc, la plaie d'hier va être reconnue après l'intervention. Et on avait essayé donc de classer les réparations, donc en réparation immédiate, en réparation précoce et tardive. Je vais revenir là-dessus, mais en fait, le résultat principal, c'est que le résultat des réparations d'hier est meilleur
lorsque la réparation est tardive. Donc, vous avez la réparation immédiate en opératoire, un taux de succès qui a été donc défini comme le fait qu'il n'y a pas de prise en charge ultérieure, ni chirurgicale, ni endoscopique. Donc seulement 40% quand c'est immédiat, quand c'est fait moins de 3 mois après l'intervention, 61%, et plus de 3 mois après la cystectomie, près de 90% donc de succès. Donc comment ça se présente? Donc assez rarement, seulement 10 à 30% des cas, la découverte de la plaie se fait pendant l'intervention. La grande majorité des cas, donc c'est une découverte post-opératoire, avec un délai moyen de découverte de 10 jours, mais ça varie de 2-3 jours jusqu'à plusieurs années. Donc il y a des patients qui ont une cystectomie des années auparavant et qui vont avoir des épisodes d'angiocolite et qu'il va falloir rattacher à cette cystectomie initiale. Alors, si c'est découvert pendant l'intervention, comment ça se manifeste pour le chirurgien? Il va constater qu'il y a un petit peu de bile qui coule, donc il trouve 2 extrémités biliaires, ce qui n'est pas normal. Et puis, donc, c'est la place de la chondrographie. Donc, la chondrographie a montré quand même qu'elle pouvait prévenir les plaies des voies biliaires et surtout qu'elle pouvait permettre de dépister une plaie de la voie biliaire. Donc, au moment de la chondrographie, il n'y a pas d'injection de la voie biliaire vers le haut, ou alors on constate une fuite du produit de contraste. Alors, les circonstances de découverte les plus fréquentes, donc, comme je vous l'ai dit, c'est les circonstances tardives après l'intervention, soit parce qu'il y a une péritonite biliaire, soit parce qu'il y a une fistule biliaire externe, soit parce qu'il y a un ictère. Alors, ce qui est important à dire, c'est que ce qui compte finalement, c'est le chirurgien compte beaucoup. Le type de chirurgien, selon que c'est un chirurgien qui est spécialisé, ou en chirurgie hépatobiliaire, ou un chirurgien qui l'est moins, c'est le facteur pronostic majeur. Donc, si le chirurgien initial est un chirurgien, donc si le malade est réopéré par le premier chirurgien, le taux de succès est seulement de 17%. S'il est réopéré par un chirurgien spécialisé, le taux de succès est de 95%. Donc, c'est la même chose pour le taux de décès. Si on fait réopérer par un chirurgien spécialisé, le taux de décès passe de 11 à 1,7%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il y a une plaie de la voie biliaire, il faut changer de chirurgien. Donc, le premier chirurgien, en fait, même s'il est spécialisé, il peut être dans un contexte qui est un contexte émotionnel difficile, il se sent donc coupable et il risque de faire des bêtises. Donc, quand il y a une plaie, la première chose à faire, c'est d'appeler quelqu'un d'autre et de changer de chirurgien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si jamais on découvre cette plaie pendant l'intervention, il faut explorer. Donc, on peut essayer de faire ça en cystoscopie, mais enfin bon. Ce qui est conseillé, c'est quand même de convertir en laparotomie. Et puis surtout, donc, il faut faire un bilan lésionnel. Donc, il faut retrouver le niveau de la lésion et rechercher une lésion musculaire associée. Et il faut décider à ce moment-là ce qu'on va faire. Et ça dépend évidemment de ce bilan. Alors, est-ce qu'il faut réparer tout de suite? Alors, c'est possible. C'est possible s'il n'y a pas de lésion de la convergence, s'il n'y a pas de plaie thermique, s'il n'y a pas de plaie vasculaire associée. Alors ça a des avantages théoriques, c'est qu'évidemment il n'y a pas de sepsis, il n'y a pas de péritonite, ça va diminuer la morbidité post-opératoire et diminuer la durée d'hospitalisation. L'inconvénient, c'est que le niveau lésionnel précis est difficile à évaluer et que les voies biliaires ne sont pas dilatées. Donc, en pratique, il est quand même conseillé, sauf si on est un chirurgien spécialisé, qu'on l'appelait pendant l'intervention, donc de faire une réparation différée. Donc là, c'est pour résumer ce que je viens de vous dire. Donc en fait, on peut réparer, on peut faire donc une réparation. Qu'est-ce qu'il faut faire donc, si on trouve une plaie? Alors si c'est une plaie mineure, ou à l'inverse, si c'est une plaie majeure qui intéresse la convergence avec une lésion vasculaire, on doit se contenter de faire un drainage sous-hépatique. Donc mettre le drain, laver et drainer. Les seuls cas où on peut faire une suture directe avec ou sans drain de Kerr, c'est lorsque c'est une petite plaie latérale. Et puis, donc, lorsque c'est une plaie complète, sans atteinte de la convergence biliaire, sans lésion vasculaire, on peut faire une anastomose biodigestive. Donc, le cas le plus fréquent, c'est qu'on va découvrir la plaie biliaire après l'intervention. Alors, soit en post-opératoire immédiat, avec une fistule biliaire externe, une péritonite biliaire, soit en post-opératoire retardé avec un ictère. Alors, il y a un seul cas où il faut réopérer, c'est lorsqu'il y a une péritonite biliaire. Donc les péritonites biliaires, souvent, c'est des péritonites qui sont difficiles à découvrir, qui sont peu symptomatiques, asthéniques. Et donc là, il faut faire une laparoscopie, une laparotomie pour laver et drainer. Dans tous les autres cas, il faut attendre.
Donc, attendre combien de temps? Bon, on peut attendre 1 mois et demi, 2 mois. Le mieux, c'est d'attendre 3 mois, que les lésions inflammatoires disparaissent, pour obtenir une dilatation suffisante des voies biliaires, une amélioration des conditions locales, notamment de l'inflammation, et contrôler donc l'état nutritionnel et infectieux. Donc, en gros, si on résume, le seul cas où il faut faire quelque chose, c'est de coller de la ritoine. Soit vous repérez, vous mettez un drain, soit vous mettez un drain percutané. Et donc, à ce moment-là, vous avez une fistule biliaire externe. Et là, il faut attendre que cette fistule se tarisse. À ce moment-là, donc, on a une sténose biliaire, un ictère, et on peut faire une réparation biliaire secondaire dans de bonnes conditions. Donc, à ce moment-là, se pose le problème du bilan. Alors, comment faire ce bilan? On peut le faire par angioscanner, par cholangio-IRM, par cholangio par le drain, et ça permet donc de différencier les plaies mineures, les plaies majeures. Il faut rechercher les variations anatomiques biliaires, parce qu'elles sont quelquefois fréquentes, qui peuvent favoriser la plaie. Il faut rechercher les plaies vasculaires associées, donc c'est l'intérêt de l'angio de la cholangio-IRM. Et je vous rappelle quand même que dans près de 30% des cas, il y a une plaie associée de la branche droite de l'artère hépatique. Alors, est-ce qu'il y a une place pour les stents biliaires qui soient mis par voie percutanée ou par voie endoscopique? En fait, c'est efficace, surtout si c'est une plaie partielle, une sténose courte, c'est efficace dans près de 90% des cas. Cependant, il faut toujours faire les sectorectomies endoscopiques, il faut que le calibrage soit prolongé, près d'1 an, et il faut changer les prothèses. Donc on peut se poser la question, donc en dehors des cas très favorables, de l'intérêt de cette approche. Donc le vrai traitement de la sténose biliaire post-opératoire, de la plaie biliaire, c'est la réparation biliaire chirurgicale. Et la question qui est posée, c'est où faut-il réparer, à quel niveau de la voie biliaire. Les seuls cas où on peut faire donc des réparations basses, ce sont donc des plaies qui sont assez basses, ce qui est rare maintenant, sans plaie vasculaire associée. Et dans tous les autres cas, et c'est actuellement le cas plus fréquent, il faut faire une réparation non seulement au niveau de la convergence, mais également sur le canal hépatique gauche, c'est ce qu'on appelle l'opération de Hebb-Equino. Alors qu'est-ce que c'est que cette opération? Ça consiste donc en fait à faire la réparation à l'intérieur du foie, au niveau donc non seulement de la convergence, mais également donc du canal hépatique gauche. Donc le canal hépatique gauche, pour le chirurgien, est intéressant parce qu'il est horizontal, alors le canal hépatique droit est vertical. Et donc on peut, en abordant donc ce canal, en faisant l'abaissement de la plaque biliaire, on peut ouvrir ce canal sur plusieurs centimètres, sur 4-5 cm, ce qui permet d'avoir une anastomose large, sur une muqueuse biliaire qui est saine, sans tension, sur une anse en Y qui est suffisamment longue, de 70 cm de long. On va passer en transmésocolique pour qu'il n'y ait pas de traction. Et donc, le résultat de ces réparations s'évalue à long terme, à 10 ans. Et donc, c'est sûr qu'on ne peut pas évaluer le résultat à 6 mois ou 1 an, ça ne sert à rien. Donc, l'abaissement de la plaque biliaire qui permet d'aborder donc, ce canal hépatique gauche, ça consiste à inciser ici la capsule de Glisson et à extérioriser en fait vers le bas la plaque biliaire, la convergence biliaire. Alors, ça peut être très difficile chez les patients qui ont des péritoniques, qui ont une rétraction du pédicule hépatique. Donc voilà le schéma de cet abaissement et de cette anastomose. Voilà les vues opératoires. Donc quelquefois la convergence peut être interrompue et on peut, si c'est pas trop éloigné, donc rapprocher les 2 canaux pour faire une seule bouche. Quelquefois c'est impossible et donc on se trouve avec 2 canaux séparés qu'on ne peut pas réunir. Il faut faire 2 anastomoses et là c'est des petits canaux. Et on peut donc mettre des brins tutélaires. Alors, quelquefois, tous ces traitements sont des échecs, et on va aboutir donc à des catastrophes chirurgicales. Donc, alors, si le patient n'a pas de cholangite, on va avoir un traitement chirurgical, ça peut donc ensuite se resténoser, donc on va faire une sténose digestive. Quelquefois, il y a des atrophies d'une partie du foie avec des sténoses biliaires intrahépatiques. Il va falloir dilater en percutané, faire des hépatectomies. Et puis, si ça ne marche pas, tout ça, on aboutit assez vite à une fibrose secondaire. Donc, il faut savoir que ces fibroses sont souvent asymptomatiques, que lorsqu'il y a une sténose biliaire, en 6 mois, 1 an, on peut avoir une fibrose. En 4-5 ans, on peut avoir une cirrhose qui peut nécessiter une transplantation hépatique. Donc, en conclusion, si on veut éviter donc,
de passer de cette situation à cette situation-là, ce qui est quand même catastrophique chez les gens qui sont jeunes. C'est catastrophique pour le malade, c'est catastrophique pour le chirurgien, parce que je peux vous dire que dans tous les cas, il va y avoir une plainte avec un contexte médico-légal qui est assez lourd. Donc, il faut essayer donc de reconnaître la plaie biliaire le plus possible, le plus tôt possible. Bon, le mieux, c'est pendant l'intervention. Si c'est reconnu par l'intervention, il faut faire une conversion avec une réparation immédiate. Sinon, si ce n'est pas possible, on fait un simple drainage. Si, dans le cas plus fréquent, donc, on ne reconnaît pas donc, la plaie biliaire pendant l'intervention, le seul cas où il faut faire quelque chose tout de suite, c'est lorsqu'il y a une péritonite biliaire. Donc on traite par laparotomie ou laparoscopie en drainant l'hypocondre droit. Dans tous les autres cas, que ce soit une ictère, soit une fistule biliaire externe, on attend 2 à 3 mois et on fait une réparation définitive, 3 mois après l'intervention, par une chirurgie donc, qui est ouverte, chez celui-là, un stomose hépatico-géginal, qui doit être large et régulière. Voilà,